Bonjour. La guerre déclenchée par les États-Unis et Israël en Iran a précipité l'État hébreu dans un nouvel affrontement avec son voisin libanais, plus précisément avec le Hezbollah. Le mouvement chiite, dont la solidarité à toute épreuve envers Téhéran, reste un facteur de déstabilisation pour l'ensemble des Libanais. Vous nous direz, Karim Emile Bitar, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient, vous qui avez dirigé l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, si la population fait bloc aujourd'hui face à Israël ou si un point de rupture est atteint vis-à-vis du Hezbollah. Mais d'abord, revenons sur ces combats. L'armée israélienne cherche à nouveau à occuper le Liban Sud et pour ce faire, elle n'hésite pas à bombarder les ponts qui permettent de traverser le fleuve Litanie vers le nord. Benoît Mousset pour France 2. Dépannage de fumée au-dessus de Tyr, une ville du sud du Liban distante d'une vingtaine de kilomètres de la frontière israélienne. Depuis le début du mois, elle est régulièrement bombardée. Tsahal affirme viser les positions du Hezbollah. Sur ces images, ce sont des bâtiments abritant des civils qui ont été détruits. Ils bombardent désormais la région tous les jours. Tyr et les villages alentours sont particulièrement ciblés. Ces dernières heures, j'ai entendu 7 ou 8 déflagrations importantes. Cette école de Tyr n'accueille aujourd'hui plus d'élèves, mais des déplacés du sud du Liban. De nombreuses familles s'y sont installées. Dans les salles de classe, la vie s'organise, mais la peur n'a pas disparu. Où est-ce que je pourrais aller aujourd'hui? Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Mes enfants vivent ailleurs au Liban et je n'ai pas de contact avec eux. Je n'ai plus de téléphone, plus rien. L'aide humanitaire parvient désormais difficilement jusqu'à Tyr. L'aviation israélienne a coupé plusieurs routes d'accès. La crainte d'une prochaine intervention terrestre israélienne dans cette partie du sud du Liban pourrait aggraver la situation. Les Israéliens ont détruit presque tous les ponts autour de Tyr. Il nous en reste un qui est vital. S'il est frappé, la ville sera assiégée. Plus aucun convoi ne pourra arriver à Tyr. L'armée israélienne veut couper toutes les voies d'accès utilisées par le Hezbollah pour le transport des hommes et des armes. Karim Emile Bitar, les combats entre Israël et le Hezbollah ont déjà fait plus d'1 millier de morts. 1/5 de la population libanaise est aujourd'hui déplacée. Comment vivent les Libanais dans ces conditions ? La situation est absolument terrible. Parmi ce million de déplacés, il y a déjà 400 000 enfants. La menace de rendre le Liban Sud totalement inhabitable, des herbicides ont été utilisés, du phosphore blanc, du glyphosate et des déclarations parlant tantôt d'occupation jusqu'au fleuve Litanie, tantôt carrément d'annexion. Donc il y a une véritable angoisse existentielle qui saisit tous les Libanais, à commencer par les habitants du Liban Sud, de la banlieue sud de Beyrouth qui est quotidiennement bombardée, de la plaine de la Bekaa, mais également d'autres régions supposément tranquilles ont également été ciblées. D'autant qu'avant cela, il avait déjà eu 1 an de guerre entre fin 2023 et fin 2024. Il y avait eu, on s'en souvient, l'explosion du port de Beyrouth également. Il y avait eu l'effondrement de la livre libanaise. Il y avait eu aussi la guerre civile en Syrie, une décennie qui avait provoqué un véritable exode de population vers le Liban. Comment le pays tient-il encore debout aujourd'hui? Alors justement, nous avions déjà 6 millions de Libanais qui étaient au bord de la crise de nerfs. Beaucoup vivaient avec des anxiolytiques, essayaient de maintenir une vie plus ou moins digne dans ces circonstances tragiques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le cliché qui dit que c'est la guerre de trop n'a jamais semblé aussi vrai, parce qu'on a le sentiment que quelque chose s'est brisé dans l'âme de ce pays, dans l'esprit des Libanais. On nous parlait depuis des décennies de résilience. Aujourd'hui, les Libanais en ont assez d'entendre parler de résilience. Ils ont le sentiment d'être à bout de force et d'être encore une fois victimes des guerres par procuration régionale, une guerre notamment israélo-iranienne sur le territoire libanais. Oui, le risque qu'a pris le Hezbollah en réagissant dans la nuit du 1er au 2 mars à l'attaque israélo-américaine contre l'Iran, c'est celui de rallumer les luttes interconfessionnelles dont le pays est malheureusement coutumier. Serge Berberi.
Alors la crainte d'un conflit confessionnel, elle est là, elle existe, mais il faut la nuancer parce que, vous savez, pour l'instant, le Liban tient, il tient malgré la guerre entre Israël et le Hezbollah, il tient malgré les frappes et malgré eh bien, ce million de déplacés à travers le pays. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est le contexte politique. Le gouvernement libanais a pris des décisions très fortes en affirmant vouloir eh bien, reprendre le monopole des armes et en déclarant les activités militaires du Hezbollah illégales. Et ça crée une ligne de fracture, pas forcément entre communautés, mais entre deux visions du Liban. D'un côté, ceux qui veulent un État qui décide seul de la guerre et de la paix, et de l'autre, ceux qui considèrent que la résistance eh bien, reste légitime face à Israël. Et cette tension politique, elle se ressent sur le terrain, notamment avec l'arrivée massive des déplacés accueillis dans des régions qui ne sont pas toujours les leurs. Il y a de la solidarité, elle est réelle, mais il y a aussi de la fatigue, de la pression économique et parfois des crispations. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre entre Israël et le Hezbollah fragilise un équilibre au Liban déjà très précaire et que la moindre étincelle pourrait raviver des tensions que le Liban connaît trop bien. Karim Émile Bitar, il y a un ressentiment au sein de la population libanaise ou d'une partie de la population envers le Hezbollah aujourd'hui? Certainement, au sein de vastes franges de la population libanaise, le Liban est extrêmement polarisé. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que ces clivages transcendent les clivages communautaires. Il y a à l'intérieur de chaque communauté des opinions politiques diverses. Mais aujourd'hui, pour faire simple, je dirais qu'il y a peut-être 15% des Libanais qui pensent encore que le Hezbollah peut les protéger contre une nouvelle invasion israélienne. Vous avez peut-être également 10 ou 15% des Libanais qui pensent que Trump et Netanyahou vont les libérer du Hezbollah et qui vont connaître des jours sereins. Mais l'écrasante majorité des Libanais ont plutôt le sentiment d'être spectateurs impuissants, encore une fois, de la guerre des autres et espèrent que leur pays pourra maintenir sa cohésion, sa souveraineté, son intégrité territoriale. Et oui, parce que le Hezbollah, lui, n'a cessé de dénoncer les violations du cessez-le-feu par Israël. Depuis fin 2024, des 5 positions occupées continuellement en territoire libanais, ces bombardements sporadiques aussi. Absolument, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté. Pas moins de 15 000 violations ont été recensées par les Nations Unies. Lorsque l'envoyé américain Tom Barak s'est rendu en Israël pour essayer d'arracher quelques petites concessions en disant à Netanyahou, le gouvernement libanais a pris des décisions historiques de désarmer toutes les factions armées, qu'il s'agisse du Hezbollah ou des factions armées palestiniennes, une première depuis 1969, faites un geste en retour, retirez-vous d'une colline, prenez acte de cette nouvelle donne politique au Liban. Et Netanyahou n'a absolument cédé sur rien. Donc cela a fini par donner du grain à moudre au narratif du Hezbollah, selon lequel Israël a des ambitions territoriales, une nature expansionniste, et cela vient hélas se confirmer par les propos de certains hauts responsables israéliens, pas seulement M. Smotrich, mais parfois le ministre de la Défense, parfois de très nombreux officiels. Donc ce n'est pas un mouvement si marginal que ça. Il y a certaines mouvances qui souhaitent pouvoir réoccuper et même éventuellement recoloniser le sud Liban. Et on va en parler dans un instant. En tout cas, les combats au Liban Sud ciblent notamment Nabatiyeh, cette grande ville chiite du Sud a été vidée de sa population sur ordre de l'armée israélienne. Notre équipe y a suivi des secouristes bénévoles qui ont choisi de rester. Vous voyez ce reportage, il est signé Julie Dungeloff, Claire Pacalin et Amar Alamidaoui. Nous sillonnons Nabatiyeh aux côtés d'une équipe de secouristes. La ville est dévastée par les frappes incessantes de l'armée israélienne. Le Hezbollah est fortement implanté ici. Nous sommes en zone rouge. Israël a classé la ville comme base militaire de la milice chiite et ordonné à la population d'évacuer. Mohamed et ses hommes font le tour de la ville pour s'assurer qu'aucune victime n'est à déplorer. Puis rentrent à leur base, guetter une nouvelle alerte. Mettez-vous en file, faites la queue. Ces bénévoles ne font pas que soigner, ils ravitaillent aussi. Tous les commerces de la ville sont fermés, les camions ne livrent plus. Sur les dizaines de milliers d'habitants, seuls 250 sont restés.
Nous ne partirons pas d'ici. On a reçu des avertissements sur nos téléphones, on n'est pas partis. On n'arrive pas à dormir la nuit. Il y a des frappes constamment, toute la nuit, toute la journée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que Dieu nous aide. À Nabatieh, les échanges de feu entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne sont d'une extrême intensité. La majorité de ses habitants fait aujourd'hui partie du million de déplacés vers le nord du pays. Et peu de temps après, le secouriste qui apparaît dans ce reportage apprenait qu'il avait lui-même perdu son fils dans ces bombardements. Karim Emile Bitar comme Nabatieh, 15% du territoire libanais sont aujourd'hui en zone rouge. Nul n'est à l'abri au Liban aujourd'hui, quelles que soient les villes ou les quartiers. C'est le sentiment que l'on a. L'histoire de ce secouriste était émouvante, mais également très révélatrice, parce qu'on voyait s'incarner dans un être humain de chair et de sang la souffrance d'un peuple tout entier. Alors que très souvent dans les médias occidentaux, ce qui se passe dans cette région, ce sont des ombres muettes, des gens qui décèdent par des frappes supposément censées être chirurgicales. On voit qu'il n'y a pas de guerre propre, que les premières victimes sont les populations civiles innocentes et que c'est encore une fois le maillon faible dans la région, qui est le Liban, qui risque de payer le prix le plus lourd, car les pays du Golfe auront toujours la ressource, les moyens de se remettre sur pied quand cette guerre prendra fin. Alors que sur le Liban pèse une véritable menace existentielle, et je pèse mes mots, c'est l'existence même du Liban tel que nous le connaissions depuis un siècle qui est aujourd'hui menacée. Ah oui, car cette guerre entre Israël et le Hezbollah qui prend pour terrain d'affrontement le Liban, elle ne date pas d'hier, Dalila Gomri. Depuis 1980, depuis plus de 40 ans, le Liban connaît des cycles de guerre avec Israël, avec une date clé, 1982. Israël envahit le Liban pour déloger les militants de l'Organisation de libération de la Palestine. Et c'est à ce moment-là que l'Iran crée ce qui deviendra officiellement le Hezbollah en 1985. Ce groupe paramilitaire qui va par la suite avoir une branche politique. Pour le Hezbollah, je cite, « Désormais, la lutte ne prendra fin que lorsque cette entité, sous-entendue Israël, sera éliminée. » En 1992, Israël tue le chef du Hezbollah. C'est alors Hassan Nasrallah qui va le remplacer. Il va continuer les affrontements. C'est pourquoi Israël lance en 1985 l'offensive Les raisins de la colère pour anéantir le Hezbollah. Là encore, des centaines de civils libanais sont tués et des milliers sont déplacés. En 2000, après plus de 22 ans d'occupation, Israël évacue le sud Liban. Et ce qui est considéré comme une victoire pour le Hezbollah qui va se permettre par la suite de franchir un cap en enlevant 2 soldats israéliens en 2006, ce qui va provoquer une énième guerre au Liban. Des milliers de civils sont déplacés, plus de 1200 Libanais et 165 Israéliens sont tués. Un cessez-le-feu est alors signé, et puis revirement avec les attaques du 7 octobre 2023, la riposte israélienne, le Hezbollah soutient le Hamas et tire des roquettes vers Israël, qui réplique. La suite, vous la connaissez. Septembre 2024, Israël détruit l'organisation et la logistique du Hezbollah et tue son chef, Hassan Nasrallah, mais l'organisation continue de résister. Karim Emile Bitar, le ministre libanais des Affaires étrangères, Joraghi, issu des rangs du parti chrétien des forces libanaises, a retiré l'accréditation de l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth. Il l'a déclaré persona non grata, le signe que le pouvoir politique actuel entend casser ce cycle de violence dans lequel est entraîné le Liban. Encore faut-il que le pouvoir soit en mesure de le faire, car cette décision qui était symboliquement importante, car l'Iran en effet passait au-dessus de la tête des dirigeants libanais pour s'adresser directement au Hezbollah, et parfois c'était des officiers, des gardiens de la révolution qui commandaient les opérations sur le territoire libanais. Mais très vite, cette décision qui n'avait pas été entièrement prise conjointement avec le président et le Premier ministre, il y a eu un certain malentendu, aujourd'hui suscite une levée de bouclier. Dans la communauté chiite notamment, on estime que ce n'est pas par ce type de mesures que l'on peut résoudre
un problème qui est bien plus large que celui du Liban. C'est véritablement un enjeu régional et seules des négociations américano-iraniennes pourront véritablement changer ce lien organique entre le Hezbollah et l'Iran que vous avez mentionné. Quel rôle joue exactement le pouvoir iranien et les gardiens de la révolution sur le sol libanais aujourd'hui ? Alors, ils ont historiquement toujours joué un rôle dans la formation, dans la naissance du Hezbollah. Ce qui était intéressant dans l'exposé de Dalila, qui remuait un peu le couteau dans la plaie, c'est qu'on a le sentiment que l'histoire se répète, que c'est un éternel recommencement. Déjà, Israël avait envahi donc en 82 pour se débarrasser de l'OLP de Yasser Arafat. Ils ont atteint cet objectif, mais ils ont fait donner naissance à une menace infiniment plus dangereuse à leurs yeux que ne l'était l'OLP désorganisé de Yasser Arafat, très corrompu avec 1000 factions. Ça a donné lieu à la naissance d'un mouvement théocratique, dogmatique, entraîné par les gardiens de la Révolution, qui s'est avéré infiniment plus redoutable. Et on a l'impression d'un éternel recommencement. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'après l'assassinat de Hassan Nasrallah, on a assisté à ce qu'on pourrait appeler une pasdaranisation du Hezbollah, c'est-à-dire que le rôle des gardiens de la Révolution est devenu beaucoup plus significatif. Et je suis de mon côté intimement persuadé que cette salve de roquettes qui a été lancée contre Israël a été prise, c'est une décision qui a été prise en Iran et exécutée directement par les gardiens de la Révolution. Les cadres libanais du Hezbollah semblaient la découvrir en même temps que nous. Oui, parce que si je vous pose la question, c'est que des gardiens de la Révolution ont été tués sur le sol libanais par Israël. Tout à fait, et certains estiment qu'il y en avait 200 ou 300, pas seulement des formateurs, mais des responsables. Certains ont été visés d'ailleurs dans une région majoritairement sunnite, une région touristique. Et aujourd'hui, on a appris que certains auraient été exfiltrés en avion. Donc c'est une emprise bien réelle. Et c'est ce qui explique que le Hezbollah parvient à opposer à Israël une telle résistance, parce qu'il était considérablement affaibli après novembre 2024. Et face à la menace existentielle que constitue le Hezbollah à sa frontière, Israël se dit déterminé à établir une zone tampon, Claire Duhamel. L'armée israélienne a émis ce matin de nouveaux ordres d'évacuation à l'encontre de villages libanais qui se trouvent au nord du fleuve Litani. L'armée qui dit que les civils présents dans ces villages doivent désormais se rendre au nord d'une autre rivière, la rivière Zahrani, qui se trouve environ à 40 km de la frontière avec Israël. Et cela fait planer le spectre d'une invasion israélienne qui irait au-delà du fleuve Litani. En Israël, d'un point de vue national, eh bien, l'unité du pays se fracture sur cette question de la guerre au Liban, puisque Eyal Zamir, qui est le chef d'état-major israélien, a émis ses critiques auprès du cabinet de sécurité israélien. Il estime qu'il manque d'hommes, qu'il manque de soldats pour combattre. Il manque 12 000 hommes environ, selon le chef d'état-major israélien. Même parole de la part du chef de l'opposition, Yair Lapid, qui dit que cette guerre au Liban pourrait conduire Israël vers un désastre sécuritaire, notamment face à cette pénurie de combattants. Et puis, malgré cela, à l'échelle du pays, la population continue à soutenir son gouvernement, même s'il y a de plus en plus de morts dans les rangs israéliens. 4 soldats israéliens ont été tués depuis le début de la guerre, dont 2 durant la seule journée d'hier. Karim Emile Bitar, certains disent en Israël vouloir s'inspirer de l'expérience de la réoccupation de Gaza. C'est le cas notamment du ministre de la Défense, Israël Katz. Ça vous inquiète de tels propos ? Oui, quand on parle de zone tampon, quand on parle de zone de sécurité, je me dis qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites, car ce dont on parle, c'est de déplacements forcés. À l'échelle de la France, ce serait 15 millions de personnes, rendre toute une région inhabitable. L'agence Associated Press, qui est grosso modo l'équivalent américain de l'AFP, a décidé qu'on peut déjà considérer qu'il s'agit d'une invasion, car à partir du moment où Israël a tellement pénétré en territoire libanais, a mobilisé déjà 300 000, peut-être demain 400 000 réservistes, a ordonné l'évacuation de toute une partie du territoire, nous sommes dans le cadre d'une nouvelle invasion. Et comme toutes les invasions précédentes, elle aura des conséquences inattendues, non souhaitées, et peut-être une radicalisation encore plus forte que celle à laquelle avait donné naissance celle de 1982. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, compare cette zone tampon au Liban à la ligne jaune à Gaza ou au plateau du Golan en Syrie. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, un radical de droite, va jusqu'à dire qu'Israël devrait avancer sa frontière avec le Liban jusqu'au fleuve Litani. Il est là clairement question d'annexion et non plus seulement de zone tampon. Tout à fait. Le même Bezalel Smotrich qui a appelé à transformer des quartiers de Beyrouth en Khan Younes, c'est-à-dire littéralement les raser.
Et pourquoi est-ce que cela angoisse beaucoup de Libanais? Parce que c'est une vieille idée israélienne qui n'est pas née d'hier. Avant même la création de l'État d'Israël, certains des pères fondateurs souhaitaient que leurs frontières aillent jusqu'au Litanie. Dans les années 90-2000, ce n'était plus vraiment le cas. Avec Yitzhak Rabin, Ehud Barak, Israël s'était retiré. Mais aujourd'hui, avec l'émergence de cette extrême droite messianiste en Israël, ces appétits de conquête reviennent. Surtout que cette zone tampon, autour de la zone tampon, pourrait permettre de faire la jonction avec la partie de la Syrie que les Israéliens ont également annexée. Donc il y a une logique expansionniste qui avait déjà été dénoncée par le général de Gaulle en 1967 et que l'on voit encore à l'œuvre en 2026. Cette guerre, en tout cas, elle replace sur le devant de la scène un acteur proche-oriental qu'on croyait en déroute, le Hezbollah, Dalila Gomri. Oui, le Hezbollah se présente toujours comme le seul acteur militaire et politique libanais capable de tenir tête à Israël, même s'il est très difficile de connaître ses capacités militaires réelles. Il compterait environ 30 000 hommes et selon Israël, il disposerait d'environ 25 000 roquettes, de 1000 drones, des missiles plus ou moins sophistiqués. Il envoie en moyenne 12 salves par jour vers Israël. En tout cas, c'est bien moins que les effectifs et les stocks connus d'avant la guerre de 2024, puisque 70% de son arsenal a été détruit, mais le Hezbollah a su se réorganiser sur le plan stratégique avec des leaders militaires plus jeunes, avec une doctrine militaire repensée, avec des opérations du type guérilla, dans le sens où il frappe fort sans forcément avoir besoin d'une grosse artillerie. Fini aussi les technologies vulnérables susceptibles d'être infiltrées par les services de renseignement israéliens. L'approvisionnement en armes continue via la Syrie, notamment grâce à la contrebande, tout comme les financements qui transitent toujours via l'Iran, mais aussi via Dubaï ou encore la Turquie. En revanche, les autorités libanaises affirment que le Hezbollah aurait remis une partie de ses armes, difficiles de vérifier. On sait que dans le nord, en tout cas, les combattants ont gardé leurs armes justement pour faire face à Israël et l'armée israélienne qui actuellement les encercle. Karim Emile Bitar, le Hezbollah dispose-t-il encore de ressources ou bien est-ce son champ du cygne ? Nous pensions qu'il ne disposait plus d'énormément de ressources, que 80% de ses capacités militaires avaient été détruites, mais il semblerait aujourd'hui qu'ils aient une capacité de production sur place de certains drones, qu'ils soient entraînés, formés sur place. Je ne suis pas sûr que les chiffres qu'eux-mêmes avancent, à l'époque ils se vantaient d'avoir 100 000 hommes, 100 000 roquettes, etc. C'était forcément exagéré, mais quand bien même il ne leur resterait que 5 000 militants aguerris, il y a aussi les habitants du Liban Sud qui sont déterminés à protéger leur village. Donc paradoxalement, cette politique maximaliste israélienne pourrait faire renaître une lutte armée qui peut venir du Hezbollah, mais qui peut venir aussi d'autres groupuscules, des groupuscules de gauche ou des groupuscules islamistes radicaux. Il y a un véritable risque de chaos, de fragmentation, de radicalisation dans l'ensemble de la région en raison de cette attaque américano-israélienne contre l'Iran. Début mars, le gouvernement libanais avait décrété illégales les activités militaires du Hezbollah. Il appelait à remettre ses armes à l'État. Il a interdit toute activité des gardiens de la révolution dans le pays et mis fin à l'exemption de visa pour l'entrée au Liban de citoyens iraniens. C'est cela qui a poussé le Liban, ou en tout cas le Hezbollah, à entrer à nouveau en guerre contre Israël, d'après vous ? Ils étaient déjà vexés par ces décisions. Je pense quand même que pour eux, la ligne rouge qu'ils avaient annoncée, c'était l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, qui était à leurs yeux le guide suprême, le Wali el-Fakir. Et ils ont donc décidé de lancer cette salve de roquettes. À leurs yeux, c'était le service minimum. Mais ce service minimum, à leurs yeux, a conduit à une crise humanitaire dévastatrice pour le Liban et éventuellement à une crise politique, car aujourd'hui les ministres liés au Hezbollah ne sont pas en train d'assister aux séances du Conseil des ministres dont ils font partie. On parle même d'éventuelles démissions. Donc il est à craindre que ces aventures hasardeuses ne nous entraînent au bord d'une crise de régime, en plus de la crise économique, humanitaire et de toutes les catastrophes des dernières années que vous avez évoquées. Et des guerres. Israël en a mené au Liban. La situation actuelle n'est pas sans rappeler celle des déplacés de 1993. De retour chez eux à l'époque à Nabatieh, ils s'étaient rendus compte que beaucoup était à reconstruire. Voyez le reportage à l'époque de Véronique Tavo pour France 2. La sortie de Beyrouth ce matin, une indescriptible pagaille. Quelques heures à peine après l'annonce du cessez-le-feu,
Ils sont des milliers à avoir pris la route en direction du sud. Entassés dans leur voiture, sous une chaleur caniculaire, ils ont décidé de rentrer chez eux. Un retour très attendu après 7 jours d'exil forcé passés à Beyrouth. Mais à 70 km de là, Nabatieh va livrer la réalité de ces destructions. Regardez, regardez ce qu'ils ont fait de ma maison. Venez voir, venez à l'intérieur, tout est détruit. J'ai construit cette maison pour vivre tranquille. J'ai 65 ans. Je n'ai pas la force de retourner en Afrique pour gagner encore de l'argent pour reconstruire. Aujourd'hui, ce sont les civils qui paient le tribut le plus lourd. C'est très criminel. C'est très criminel, vraiment. Vous n'avez pas peur de rester ici? Qu'est-ce qu'on va faire autre? Vous nous acceptez dans votre pays? C'est notre pays, enfin. C'est ma maison, enfin. Qu'est-ce que je vais faire autre? Karim Émile Bittard, pensez-vous qu'il sera possible que les deux peuples, israéliens et libanais, vivent de part et d'autre de la frontière en paix et en sécurité? On le voit aujourd'hui, le but avoué des autorités israéliennes, c'est de reloger finalement ces déplacés du nord d'Israël et pour ce faire de créer cette zone tampon qui déloge cette fois des Libanais. Le problème de fond dans la région, c'est qu'Israël n'a jamais véritablement délimité ses frontières. La Knesset s'est toujours refusée à dire quelles étaient les frontières d'Israël. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, le processus d'annexion de la Cisjordanie se poursuit avec l'aide de l'armée israélienne. Dans le Golan, il y a eu une annexion déjà qui a été actée, des menaces d'annexion du Sud-Liban. Donc pour parvenir à une paix, la France a proposé quelques éléments qui pourraient être envisagés, mais j'ai le sentiment qu'Israël a obtenu déjà une carte blanche des États-Unis pour essayer d'imposer une sorte de paix israélienne dans la région, sans tenir compte du jour d'après, et ils s'en mordront probablement les doigts dans quelques années. Merci Karim Émile Bittard d'avoir été notre invité cette semaine dans Le Monde dans tous ses états, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com et bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro.